Jacquemain Chabani rassure la population tout en annonçant la récupération par les forces armées de la République démocratique du Congo bien équipées, motivées et déterminées des localités occupées par les forces ennemies et autres terroristes sous les labels du M23. Les investisseurs américains sont intéressés au secteur de l'agriculture, à l'énergie et aux mines pour la diversification et la croissance de l'économie congolaise. L'ambassadeur des USA en République démocratique du Congo l'a dit hier au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Les détails dans son reportage de Rodé Panda. L'agriculture, l'énergie et les mines sont les quelques secteurs ciblés qui intéressent le gouvernement américain pour la diversification et la croissance de l'économie congolaise. À cela, il faut ajouter une politique de la bonne gouvernance du climat des affaires pour attirer les investisseurs américains dans le secteur privé. Cette question a servi de matière dans les échanges partagés entre le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba et Lucy Tamlin, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC. La diplomate américaine et représentante de Joe Biden en fait le point. Il s'agissait d'une visite pour présenter les programmes du gouvernement américain, surtout les programmes qui visent à nourrir une croissance économique inclusive dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie, aussi des minerais. J'ai beaucoup apprécié l'approche du ministre. On a parlé de l'importance de créer les bons climats d'affaires pour que le secteur privé puisse vraiment s'épanouir et aussi l'importance d'améliorer la gouvernance dans plusieurs secteurs. C'est donc une rencontre qui va au-delà d'une simple courtoisie au regard des matières évoquées qui constituent le socle de l'économie congolaise. Comme je l'ai dit en titre, la République démocratique du Congo, pays solution au monde pour la lutte contre le changement climatique, la ministre d'État, ministre de l'Environnement, a lancé officiellement les programmes de gestion durable des forêts Antenne de Maïndombe. Ces programmes nationaux ont pour objectif de protéger les forêts de la République démocratique du Congo dans tous ses coins et recoins, nous dit Chimène Dondo. C'est au cours d'un atelier organisé dans la salle de conférence du cinquantenaire d'Inongo. Des temps forts ont marqué cette cérémonie de lancement du programme de gestion de développement durable de forêt, dont les discours du gouverneur de Maïndombe, Rita Bola, et la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba Massoudi. Le PGD est conçu pour contribuer dans son pilier forêt et environnement à la réalisation de la vision commune du développement du pays consacrée dans le plan national stratégique de développement PNSD en sigle. L'atelier de lancement officiel du PGDF de ces jours vise à vous informer sur les objectifs et les résultats attendus de ces programmes. Il vise également à favoriser l'appropriation et l'implication des parties prenantes dans sa mise en œuvre à travers le développement et le déploiement de toutes les synergies nécessaires. Il est clair que cet atelier vise à informer toutes les parties prenantes sur l'objectif de résultat attendu du programme, à favoriser l'implication et l'appropriation dans la mise en œuvre du programme par le déploiement de toutes les synergies nécessaires, a insisté F. Bazaïba, avant d'indiquer que l'exposition et la richesse des échanges au cours de cet atelier devront permettre d'éclairer davantage sur cet ambitieux programme de gestion durable de forêt. Le ministre du Travail a eu une rencontre hier avec les nouveaux inspecteurs et contrôleurs du travail. Ephraim Akwakwa les a appelés au calme, à la patience et à faire confiance au gouvernement central. Cette rencontre fait suite au remous d'une éventuelle grève, nous dit Willy Atunakov. Informé d'un éventuel mouvement de grève que comptaient organiser les inspecteurs et contrôleurs du travail, nouvellement recruté, le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa Nametou, a effectué une visite surprise à l'inspection générale du travail mardi 16 juillet. Pour cette première descente, le patron de l'emploi et du travail en RDC a tenu personnellement à palper les réalités et les conditions de travail des cadres et agents de l'IGT, outil important du gouvernement congolais
pour la mise en application des textes légaux régissant le monde du travail. Le programme et autres structures sous sa tutelle fonctionnant dans le même bâtiment ont été également visités par l'autorité des tutelles. Ephraim Akwakwa Nametou a tenu à rassurer les nouveaux inspecteurs et contrôleurs sur la prise en compte de leurs desiderata par le gouvernement de la République. Il y a un peu de remous ici au niveau de l'inspection du travail. C'est comme ça que je suis venu parler avec les inspecteurs du travail. C'est vrai qu'ils ont compris et les soucis qu'anime le gouvernement congolais, surtout la volonté du chef de l'État. Tout sera fait pour que les inspecteurs du travail soient mis dans les bonnes conditions. Ils doivent garder et surtout avoir confiance au chef de l'État parce que le chef de l'État, son excellent Félix Tshisekedi Tshilombo, tient beaucoup sur l'inspection du travail. Aussitôt regagné son bureau, le ministre Akwakwa Nametou s'est également entretenu avec une délégation de l'intersyndicale nationale du Congo conduite par son coordonnateur Gikuku Gedila. Cette délégation lui a présenté les tableaux des différents problèmes qui se posent dans ces secteurs de la vie nationale, notamment les conditions de travail et les problèmes du SMIC, pour ne citer que ceux-là. À ce sujet, le ministre Ephraim Akwakwa a dit sa disponibilité de collaborer avec tous les partenaires sociaux pour le bien-être de tous les travailleurs congolais. Et comme vous le saviez, la sécurité de notre pays est une affaire de tous. L'université de Kinshasa et les programmes d'appui à la réforme de la police nationale congolaise ont, au cours d'une matinée scientifique, présenté les avancées sur les enquêtes réalisées et les défis de la réforme de la PNC. Rodépanda a signé ce reportage. La police, les étudiants, les comités de suivi de l'équipe de DECAF et les scientifiques étaient là pour assister à la présentation des résultats sur les enquêtes réalisées en Ituri, en Équateur, au Kasaï et à Kinshasa par la RSJ sur la réforme de la police nationale congolaise et voir les avancées mais aussi les défis à relever. Les différents intervenants se sont apaisantis sur la sécurité, l'organisation et le fonctionnement de la police congolaise, sans oublier le cadre légal des suivis de la réforme. Cette matinée de restitution organisée par le recteur de l'UNUKIN, le professeur Jean-Marie Kayembe, en milieu universitaire, en présence du représentant du numéro 1 de la police nationale congolaise, a pour objectif de sensibiliser le parti prenante ainsi que la jeunesse sur cette question. Utiliser les avancées et les défis en vue d'améliorer la mise en œuvre de la dite réforme. Partager la conviction de l'apport scientifique à la matérialisation du processus et approfondir les réflexions avec les trois dimensions, à savoir holistique, politique et technique, tout ceci en tenant compte du comportement et de l'attitude des policiers et des institutions qui s'en occupent. Les jeunes et les étudiants font partie justement de la communauté et ils sont impliqués dans la promotion de la sécurité. Surtout la réforme de la police. On parle de sécurité intérieure, de la quiétude des personnes. Et les étudiants ont un rôle important à jouer là-dessus. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Et pour être en sécurité, il faut que je puisse contribuer, participer à la gestion de cette sécurité. L'intervention d'un étudiant de deuxième licence en criminologie avec des recommandations pertinentes a grandement édifié l'assistance. La première recommandation que nous avons estimée aussi bonne, dans la réforme, on doit aussi faire associer le jeune pour le suivi de la réforme de la police. Nous demandons aussi au gouvernement congolais de prendre bien de nos policiers afin d'améliorer leurs conditions de vie. En définitive, il faut un cadre juridique, la qualité de la formation et une bonne perception du processus par la police elle-même pour garantir cette réforme. À l'audience publique d'hier, la Cour de compte a appelé l'affaire en continuation du directeur général de Telsat, Joseph Itela. Il s'agit d'une matière d'indiscipline budgétaire et financière. Anastasie Doumbou a signé ces reportages. Poursuite
suite de l'instruction de l'affaire opposant le ministère public à Joseph Itelayi Londo, directeur général de Metelsat, mis en cause pour faute de gestion pour s'être procuré à soi-même et à d'autres personnes des avantages sans respecter la procédure de sortie des fonds. C'était ce mardi 16 juillet 2024 en la salle Léon Kengo Adondo de la Cour des comptes. Appelée par la Cour comme témoin, la directrice générale adjointe, le trésorier et la caissière ont tour à tour comparu devant les juges pour éclairer leur lanterne. Le président du conseil d'administration, Willy Matala, et le directeur financier Mukonki, tous dénonciateurs, ont aussi comparu comme renseignants. Après audition de tous ces témoins, le juge président Gilbert Tondouango a renvoyé l'audience au 30 juillet de cette année pour le réquisitoire du ministère public et la plaidoirie des avocats. La Fondation Emeteza, au chevet des déplacés du site de Kigonze, nous sommes là en Ituri, dépourvu d'une assistance humanitaire il y a quelques mois. Suivez. C'est une bouffée d'oxygène à plus de 14 000 déplacés du site de Kigonze. Ces personnes vulnérables venues de Djougou font face à la rupture de stock de vivres après la suspension des activités du programme alimentaire mondial. La Fondation Emeteza a répondu aux cris de détresse de ces nécessités en apportant son assistance composée de sacs de riz, de sel, de haricots, des bidons d'huile végétale, mais aussi de cartons de tomates pour Héritier Amani, coordonnateur de cette structure. Ces dons va soulager tant soit peu la souffrance de ces personnes défavorisées. C'est une visite humanitaire. Cet esprit humanitaire nous a poussé de venir ici. On sait du site Kigonze, venir compatir avec nos frères déplacés de Djougou, venir compatir avec nos frères congolais qui vivent une situation de précarité extrême, une situation de maladie grave. Un geste vivement salué par le président de ce site. Nous sommes très contents pour cette assistance que la Fondation Emeteza nous a apportée. Bon, en tout cas, cette assistance est venue au moment apporté. Vraiment, nous remercions sincèrement cette assistance. Donc, que ça ne soit pas la toute dernière fois. Signalons que ces nombreuses actions caritatives et de développement à travers la RDC ont vu son initiateur Emeteza décerner plusieurs diplômes de mérite. Dernier cas en date, son couronnement par la chancellerie. Deux ordres nationaux. Vers la réhabilitation de l'avenue Mobutu dans les territoires verts de Ngandajika, dans la province de Lomami. Ces travaux seront financés par les FONER et exécutés par l'Office de route direction provinciale de Lomami. Lancement ce samedi 13 juillet 2024 des travaux de lutte anti-érosive sur les sites Outumukele et l'entretien de la route Ngandajika-Chikoui sur une longueur de 4 km par le gouverneur de province de Lomami, Maître Irovan Kalombo Moussoko. Accompagné d'une forte délégation de Fonds national d'entretien routier venu de Kinshasa, le chef de l'exécutif provincial a procédé au lancement de ces travaux en présence du président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Patrick Kilolo, les membres du comité provincial de sécurité et une foule nombreuse venue pour la circonstance. Dans son discours, Guy Bravo Ngoy Monambo, directeur provincial de l'Office des routes Lomami, a démontré les travaux qui seront exécutés sur ce site. Le reprofilage rapide, y compris fossé exécutoire sur 4 km. Le rechargement en couche de roulement matériel sélectionné sur 1,2 km. La construction des caniveaux rectangulaires de 0,80 par 0,80 sur une longueur de 700 mètres linéaires. La construction du collecteur principal de 230 mètres linéaires, un collecteur qui sera de 2 x 2. La construction de 3 dallos 100 x 100 de 10 mètres linéaires. Et la construction d'un dissipateur d'énergie. La durée de ces travaux est estimée à 4 mois hors intempéries pour un coût total de plus ou moins 905 386,7 $ congolais et sont financés entièrement par le Fonds national d'entretien routier Fonderasi. Pour sa part, l'autorité provinciale a demandé à la population de s'approprier ces ouvrages pour un bon développement de cette partie de la République démocratique du Congo.
Les notables du secteur de Wapinda, regroupés au sein de l'Association pour le développement des Wapinda, plaident pour la prise en charge des infrastructures routières dans la province du Nord Ubangi. Patricia Ungu nous donne des détails. Les érosions qui menaçaient la route reliant la ville de Guadolité en territoire de Yakoma et les secteurs de Wapinda dans la province du Nord Ubangi est en état de délabrement très avancé. C'est ce qui justifie cette rencontre entre les notables du secteur de Wapinda résidant dans la ville de Kinshasa, regroupés au sein d'une structure dénommée Association de développement de Wapinda ADEWA. Ensemble, ils ont réfléchi sur comment sauver ces entités et plaider auprès des autorités au niveau tant national que provincial pour la prise en charge des infrastructures locales. Nous avons pensé mettre sur pied cette structure pour pouvoir réfléchir, faire les plaidoyers à partir de Kinshasa, relayer suffisamment les aspirations des habitants de Wapinda afin de rechercher des solutions à proposer pour élever le niveau de vie au niveau de ce secteur de Wapinda. Nous avions déjà un comité directeur qui était en place. Nous avions un conseil. Maintenant, nous sommes positionnés pour pouvoir lancer des activités proprement dites. Profitant de l'occasion, le président de l'Association pour le développement de Wapinda, Maître Eric Miza, gère à notifier les comités des sages récemment installés. Après avoir installé les comités sectionnaires en présence de membres de cette structure. Le gouverneur de Haut-Ouélé a lancé les travaux de réhabilitation de la route provinciale 426 à Isiro. Cette route d'intérêt commun est réhabilitée grâce au financement du gouvernement provincial. Suivez. À première vue, on se croirait dans un parc automobile, alors qu'il s'agit plutôt d'un arsenal d'engins de génie civil, toutes catégories confondues, pour une thérapie des chocs aux cris de détresse de la population riveraine et des usagers face au délabrement très avancé de cette route provinciale 426 reliant 5 territoires sur les 6 que comprend le Haut-Ouélé pour un total de 374 km. Le gouverneur Jean Bakomito Gambo, dont l'arrivée sur les sites est saluée par la population locale, donne le coup d'envoi de sa réhabilitation et se dit rester sur les consignes reçues du chef de l'État. Nous sommes à l'aise de lancer ces travaux, ce qui répond aux directives que nous avons reçues de la part de son Excellence le Président de la République, Tshisekedi. Nous devions nous mettre au travail très rapidement et du travail de terrain. Aujourd'hui, la population n'attendait plus que ces moments. Nous avons commencé par là en essayant de nous attaquer très rapidement aux différents bourbiers et à la fin réhabiliter de manière complète toutes nos infrastructures et essayer de booster le développement de la province. Le ministre provincial du secteur et le chef de la chefferie à Zanga, où se déroule la cérémonie, en appellent au soutien de tous pour un bon aboutissement de ces travaux. Les engins de leur côté rivalisent déjà d'ardeur à la grande satisfaction des usagers. Ce quelques pas de danse qui lie l'utile à l'agréable traduisent la complicité nécessaire entre le gouverneur Jean Bakomito Gambo et sa population pour l'émergence de la province du Haut-Ouélé. Et dans les territoires de Moueka, nous sommes là dans la province du Kasaï. Une prière pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo a été organisée par les filles et fils du Kasaï. Les détails dans ce reportage de Franklin Kalombo. Fidèle catholique Prat Bobopé, député national élu du territoire de Moueka, a pris part à une messe d'action de grâce qu'il a sollicité ces jours pour dire merci à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour tous ses bienfaits dans sa vie et surtout d'avoir fait de lui député national élu de ce territoire. Dans son homélie, tiré de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 17, du 11e verset au 19, le célébrant du jour, l'abbé Robert Chamba de la paroisse catholique Saint-Martin de Moueka, a exhorté aux fidèles venus nombreux prendre part à cette messe d'avoir la foi en Dieu et surtout savoir être au service de l'humanité, car Dieu lui-même s'est défini comme amour, bonté et miséricorde.
Pendant mon mandat que vous m'avez donné, je veux être un député humble au service des autres, surtout celui qui va travailler pour la cohésion et cohabitation pacifique de fils et filles de Moueka qui doivent travailler ensemble pour booster le développement de notre territoire. À côté de son épouse, Madame Céline Baota, Antoine Bouchabobopé dit également merci à toute sa base et surtout ses électeurs venus prendre part à cette messe d'action de grâce. Les forces vives apportent leur soutien au programme d'action du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula-Katwe. C'était lors d'une matinée d'échange organisée à Lubumbashi, nous dit Cédric Kenina. Le Haut-Katanga debout pour une cause nationale. Rien n'entamera la volonté des forces vives à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans la partie est du pays face à l'agresseur rwandais. Vision Fati rénovée monte au créneau une fois de plus. Elle laisse la parole à son président national Kalimbouyi pour mobiliser les masses et s'aligner derrière les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Concernant la province du Haut-Katanga, l'heure est à l'unité pour s'approprier du plan d'action du gouverneur Jacques Kabula-Katwe. Rien d'autre, si ce n'est le travail pour une province prospère. Une adresse à la dimension nationale qui interpelle les consciences à la cohésion sociale, ainsi que les sociétaires de l'Union sacrée à la vigilance pour consolider les rangs et participer à l'éclosion d'un Congo autre, loin des images caricaturales vues de l'extérieur. Kalimbouyi l'a dit et va continuer à le dire face aux velléités expansionnistes de nos voisins. L'exécution des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1, tronçon compris entre Kamina et Manono, au centre de la rencontre entre le gouverneur de la province du Haut-Lomami et les entreprises grecques Neuf et Benefern basées à Kamina. Suivez. Souciés d'apporter un plus au développement du Haut-Lomami, les investisseurs de l'entreprise minière Benefon, conduits par le ministre provincial des Mines, Daïma Konga Filbert, et le chef de division des Mines, Nyembo Tamba Tamba, changé ce mardi 16 juillet 2024 avec le gouverneur du Haut-Lomami, Banzamouloumé Marmo. Ces derniers sont venus présenter les civilités, expliquer à l'autorité leur mission dans les territoires de Malembankoulou, précisément à Kanouka, chefferie de Mousseka. Ils ont insisté sur le respect des cahiers des charges qui doit être pour eux un modèle à suivre. Très content de leur présence, le chef de l'exécutif provincial les a invités à œuvrer pour l'intérêt du Haut-Lomami. Notre étude au niveau de Kanouka, chefferie Mousseka, territoire de Malembankoulou, là où nous sommes basés et nous faisons l'exploitation de lithium, mais dans la phase de l'exploration encore. Quelques minutes plus tard, la délégation de l'entreprise Crec Neuf basée à Kamina pour la réhabilitation de la nationale numéro 1, projet du gouvernement de la République, a pris langue avec l'exécutif provincial. Sur la table, expliquer les quelques difficultés qu'ils éprouvent avec les chefs coutumiers dans l'exécution du travail. Ici, le patron du Haut-Lomami a rassuré son implication pour une solution idoine, car l'intérêt général ne doit jamais souffrir pour un intérêt individuel, a-t-il conclu. La délégation de l'Institut national des statistiques, conduite par le ministre provincial du plan AI, le professeur Maloba Elifelet, a rejoint les tapis pour les civilités. La dite délégation est à Kamina pour faire l'enquête sur les conditions de vie de ménage. Et en sport, quart de finale du tournoi interuniversitaire, l'Université pédagogique nationale UPN a sa place en demi-finale en battant l'Institut supérieur d'information et des programmations ISIPA avec un score de 2-1. Une victoire marquée par l'engagement et la détermination, nous dit Fanny Malonga.
C'est dans l'enceinte du mythique Stade Tata Raphaël que l'Université pédagogique nationale UPN a battu l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA des buts à 1 en quart de finale du tournoi interuniversitaire. Daniel Chibangu a ouvert le score pour l'UPN à la 23e minute, suivi par Kimbo Jonathan à la 38e minute, qui a scellé totalement la victoire de la dite université. L'UPN, par devers sa devise, la formation, l'excellence et le développement, ils ont mouillé leur maillot afin de gagner ces matchs. Nous avons accompli un exploit face les étudiants de l'ISIPA et nous sommes vraiment fiers de notre université, nous sommes fiers de nos joueurs qui nous ont hautement représentés ici au Stade Tata Raphaël. Le coach Greg Koundé exprime sa joie pour cette performance. La joie est immense pour nous de remporter cette victoire. Nous n'avons qu'un seul objectif, d'aller jusqu'en finale. Vraiment, nous allons encore nous battre dans les prochains matchs pour pouvoir atteindre la finale. Organisé sous le haut patronage du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, ce tournoi vise à détecter le talent sportif universitaire à Kinshasa. L'UPN se prépare désormais pour le demi-finale, poursuivant sa quête du titre de champion universitaire pour le prochain jour. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demassou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Soutien présumé au Rwanda dans l'agression de la RDC. Kinshasa demande des clarifications à Kampala, titre info 27.cd. Le dernier rapport des experts de l'ONU, publié le 8 juillet 2024, écrit le journal, révèle des accusations graves contre le Rwanda et l'Ouganda pour leur soutien au 1-23 à l'est de la RDC. Ce qui est particulièrement troublant, c'est l'implication de l'Ouganda dont les forces armées participent aux côtés des FARDC dans les opérations Tchouja menées dans la région de Béni au nord Kivu et en Irumu dans la province de l'Ituri contre les terroristes ougandais ADF. Face à ces révélations, le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole Patrick Mouyaya, a exprimé sa consternation et a annoncé que Kinshasa attend des éclaircissements de Kampala. Ituri, plus de 10 villages récupérés des mains des miliciens en une année, rapporte la référence plus. Les forces armées de la RDC ont affirmé avoir récupéré plus de 10 localités des territoires de Djougou et Irumu en Ituri en l'espace d'une année grâce à l'appui de la MONUSCO. L'amélioration de cette situation a été au menu de l'échange lundi 15 juillet à Bunia entre le gouverneur militaire Johnny Lubuya et la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU chargé de protection et des opérations, Jeanne Van Perret. Selon les deux personnalités, la coordination des opérations MONUSCO et FARDC a réduit les atrocités des groupes armés dans cette province. Kwamout continue d'être le théâtre des attaques des miliciens. L'incursion des Mobundo cause des morts au village Kinsele, annonce africanews.rdc.com. Le territoire de Kwamout, dans la province de Maïndombe, continue d'être le théâtre des attaques à répétition des miliciens Mobundo. Le week-end dernier, ces inciviques ont attaqué les positions des FARDC et de la police au niveau du village Kinsele sur la nationale numéro 17. Ces attaques ont causé au moins 50 morts dans le rang de la milice et surtout des paisibles villageois du territoire de Kwamout. Émergence de la classe moyenne en RDC, RSP, Félix Tshisekedi encourage Miguel Cachal à poursuivre les actions de suivi et contrôle à la loupe jusqu'au bout. Nantes, la prospérité. Face à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, écrit le confrère Miguel Cachal Katembe, directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, a présenté mardi 16 juillet à Kinshasa un tableau complet sous forme d'un rapport satisfaisant de toutes les actions menées sous le prisme de la vision axée sur la promotion de l'entrepreneuriat en RDC, la lutte contre le chômage et la recherche effrénée de la création de la classe moyenne. De son côté, le président de la République a donné son feu vert à l'ARSP sous la férule de Miguel
Miguel Cachal Katem de continuer inlassablement à travailler en vue du développement de la chaîne des valeurs avec des résultats probants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de Cédric Keninambo, réalisé par Patrick Bapouila et J.R. Diakiadi. Alain Tsodi, Terence Ngoma, Mimi Timba, Zengele Basosa, Mbavu Fatouma et Fortune Lula ont assuré la partie technique. Chimène Dondo a concouru à sa rédaction. 19h, retrouvez Paulette Lomba. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la chaîne nationale. Merci. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.